tout d'abord vous présenter quelques généralités anatomiques au sujet de l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire est l'appareil de l'hématose qui permet l'oxygénation de l'hémoglobine réduite et la libération du gaz carbonique. Les poumons sont des organes élastiques, spongieux et parenchymateux, séparés l'un de l'autre par le médiastin. Le poumon droit présente 3 lobes et le poumon gauche 2 lobes, les différents lobes étant séparés par les césures interlobaires. Au niveau du hile pulmonaire, sur la face médiale de chaque poumon, du côté du cœur, pénètre l'arbre aérien, les vaisseaux nourriciers des poumons et la vascularisation fonctionnelle qu'on appelle aussi petite circulation. L'obule pulmonaire est l'unité anatomique et fonctionnelle du poumon. Chaque lobule est un poumon miniature. Chaque bronchiole pénètre dans son lobule accompagné par une branche de l'artère pulmonaire. Les bronchioles terminales se divisent en bronchioles respiratoires de premier ordre, de deuxième ordre, puis en conduits alvéolaires. Chaque conduit alvéolaire se termine par des sacs alvéolaires, comprenant plusieurs alvéoles. Les artérioles pulmonaires se ramifient jusqu'aux alvéoles en formant un riche réseau capillaire au niveau duquel s'effectue l'hématose. Le sang oxygéné repart ensuite par la périphérie du lobule dans les veines pulmonaires. La plèvre est une membrane séreuse double qui enveloppe chaque poumon. Les deux plèvres sont indépendantes l'une de l'autre. Chaque plèvre comporte un feuillet viscéral, accolé au poumon et s'enfonçant dans les scissures, et un feuillet pariétal, accolé à la face profonde de la cage thoracique ou tapissant la face externe du médiastin ou encore le diaphragme, séparés tous les deux par une cavité virtuelle, la cavité pleurale, contenant un film liquidien. Dans la cavité pleurale, la pression est négative car la tendance spontanée des poumons est à la rétractation élastique autour du hile. Cette notion de vide pleural a des conséquences mécaniques et aussi cliniques, notamment lors d'un pneumothorax. Les deux feuillets facilitent le glissement des poumons sur la paroi thoracique et leur expansion au cours de la respiration. Le diaphragme thoraco-abdominal est un muscle plat et large séparant la cavité thoracique de la cavité abdominale. Il se compose d'une partie périphérique musculaire et d'une partie centrale tendineuse. Sa forme générale est celle d'un parachute. Le diaphragme forme 2 coupoles à concavité inférieure. La coupole droite, plus haute par la présence du foie, répond au 4e espace intercostal à l'expiration. La coupole gauche répond au 5e espace intercostal à l'expiration. L'expiration, phénomène actif, se produit par abaissement du diaphragme qui augmente les 3 diamètres de la cage thoracique en provoquant une augmentation de la pression intra-abdominale. Lors de l'expansion et l'élévation du thorax, la plèvre pariétale entraîne la plèvre viscérale grâce au vide pleural et donc le poumon. Il se produit alors une distension pulmonaire et une dépression à l'intérieur des alvéoles, d'où une aspiration d'air. L'expiration, phénomène passif, rend au poumon sa forme initiale, le diaphragme remonte, la cage thoracique s'abaisse. L'existence du vide pleural le maintient accolé à la paroi thoracique. À présent, parlons du mécanisme du pneumothorax. Le pneumothorax se définit par la présence d'air dans l'espace pleural, avec en conséquence un collapsus partiel ou complet du poumon. Il peut être spontané et concerne les sujets jeunes et longilines, de sexe masculin pour 80%, fumeurs sans pathologie pulmonaire connue. C'est lié à la rupture dans la cavité pleurale de liaisons très limitées appelées BLEPS. On parle alors de pneumothorax spontané primaire ou idiopathique. Il peut être spontané et concerne des sujets en général plus âgés porteurs d'une pathologie pulmonaire connue comme BPCO, asthme ou mucoviscidose. Moins bien toléré que les pneumothorax primaires et peut décompenser la pathologie pulmonaire chronique sous-jacente. On parle alors de pneumothorax secondaire spontané. Il peut également être provoqué par un traumatisme ou alors un accident de ponction. La physiopathologie. Entre les deux feuillets de la plèvre se trouve l'espace pleural. C'est un espace de glissement essentiel à la mécanique ventilatoire et rendu virtuel par la pression négative qui y règne, assurant le maintien de l'expansion pulmonaire. Dans la structure du poumon, des alvéoles peuvent se rompre et laisser de l'air se collecter sous la plèvre viscérale, formant ce que l'on appelle un BLEPS ou bulle sous-pleurale emphysémateuse. Quand, pour une raison connue ou non, un ou plusieurs de ces BLEPS se rompent, il se crée alors un pneumothorax. Le pneumothorax peut également survenir à la suite d'une rupture de bulle d'emphysème, d'une rupture de lésion kystique ou alors de traumatisme fermé du thorax. En cas de pneumothorax, le poumon élastique se collabe et se désolidarise de la paroi thoracique et du diaphragme, dont les mouvements ne lui sont plus transmis, entraînant alors une hypoventilation alvéolaire et une hypoxémie. Le pronostic vital peut être mis en jeu, essentiellement lorsque le pneumothorax est compressif, en cas de pneumothorax bilatéral ou lorsqu'il existe une insuffisance respiratoire préalable. Les facteurs favorisant les pneumothorax sont
les grandes variations de pression atmosphérique, les vols aériens ou les plongées subaquatiques, un effort physique et un effort à glotte fermée, contrairement à une croyance commune, ne fait pas partie des facteurs favorisant les pneumothorax. Il y a également le tabagisme actif et les facteurs génétiques sont parfois évoqués. Le diagnostic du pneumothorax repose sur les signes cliniques, la radiographie du thorax de face en inspiration. Le scanner, quant à lui, n'est pas systématique. La radiographie permet d'apprécier la taille du pneumothorax. On distingue les pneumothorax apicaux, les pneumothorax avec décollement sur toute la hauteur de la ligne axillaire et les pneumothorax complets. Le pneumothorax grave se définit cliniquement comme étant un pneumothorax avec dyspnée sévère et ou collapsus tensionnel, quelle que soit l'importance du décollement pleural. Donc voici quelques exemples radiologiques. Nous pouvons constater un affaissement des coupoles diaphragmatiques, une hyperclarté pulmonaire, ainsi qu'un collapsus pulmonaire révélateur d'un pneumothorax. Parlons maintenant de la prise en charge du pneumothorax. Deux objectifs principaux seront 1. Évacuer l'épanchement, 2. Prévenir la récidive. Si et seulement si le pneumothorax est spontané et de petite taille, on pourra pratiquer une exsufflation manuelle à l'aiguille ou petit cathéter. On introduit dans la voie thoracique antérieure, juste en dehors de la ligne médioclaviculaire, dans le 2e, 3e espace intercostal, après anesthésie locale, chez un patient en position demi-assise ou en décubitus dorsal. On pourra aussi poser un mini-drain connecté à une valve anti-retour qui permettra au patient un retour à domicile avec suivi en externe. Deuxième intention, ou lorsque le pneumothorax est plus grave, compressif après exsufflation, secondaire à une pathologie pulmonaire, bilatérale, accompagnée d'un épanchement pleural ou chez des patients sous ventilation mécanique, on procédera à un drainage pleural en hospitalisation. L'évacuation sera soit spontanée, soit active en aspiration douce. Avant d'enlever le drain, il faudra s'assurer par radiographie que le poumon s'est parfaitement réexpandu et qu'il est accolé à la paroi. On vérifiera également l'absence de fuite, bullage, puis on recontrôlera après ablation. Je vais maintenant vous parler de la prévention des récidives. Tout d'abord, nous avons la thoracoscopie dite médicale. Elle permet la prévention des récidives grâce à l'accollement du feuillet pariétal et viscéral de la plèvre ou pleurodèse. Pour ce faire, on insuffle du talc calibré, ce qui induit une irritation et permet d'obtenir une pleurodèse. Elle s'effectue sous anesthésie loco-régionale ou générale. Le taux de récidive suite à une thoracoscopie médicale est de 8%. Nous pouvons faire aussi une thoracoscopie dite chirurgicale. Elle s'effectue sous anesthésie générale et nécessite une intubation endotrachéale avec une sonde à double canal afin d'exclure le poumon opéré du circuit de ventilation. Dans le cas de la vidéothoracoscopie, la voie d'abord par 3 trocars en triangulation, ou dans le 4e espace intercostal dans le cas de la thoracotomie antérolatérale d'épargne musculaire, dite thoracotomie axillaire, permet la visualisation de l'anomalie, le traitement local par électrocoagulation, laser, suture, ligature ou agrafage, la pleurodèse par abrasion ou ablation partielle de la plèvre pariétale, et le traitement spécifique de la pathologie sous-jacente. Quel est le risque de récidive ? Dans le cas des pneumothorax spontanés primaires, le taux de récidive homolatérale après le premier épisode est de 30%. Le risque augmente au fur et à mesure des récidives, ainsi il atteint 62% après le deuxième épisode et 83% après le troisième épisode. Le risque de récidive est indépendant de la taille du pneumothorax et de son traitement initial. De plus, la présence de bulles ou de blebs n'a aucune influence. Dans le cas des pneumothorax spontanés secondaires, ce risque est plus élevé, de 40 à 80%. À qui propose-t-on une pleurodèse ? Une pleurodèse est proposée dans les 3 cas suivants. Lors d'une récidive homolatérale, lors du premier épisode contralatéral à un premier pneumothorax, dès le premier épisode en cas de persistance d'une fuite aérienne. Qu'en est-il des recommandations ? Le tabac étant un facteur de risque de survenue d'un pneumothorax spontané et de sa récidive, le sevrage tabagique est fortement recommandé après un premier épisode. Nous n'avons encore aucune preuve que la limitation de l'activité physique joue un quelconque rôle. La détection de lésions bulleuses chez une personne aux antécédents de pneumothorax spontané est une contre-indication définitive à la pratique de la plongée. L'altitude n'est pas un facteur de risque de pneumothorax, mais en revanche, la taille du pneumothorax sera augmentée en fonction de l'hypobarie. Ainsi, il est recommandé d'attendre 2 à 3 semaines avant de prendre l'avion.